Maîtrise de la procréation, des avancées scientifiques et sociétales. La maîtrise de la procréation, ça veut dire quoi? Dans ce cours, nous allons parler des avancées scientifiques et sociétales en lien avec la maîtrise de la procréation. Procréation signifie concevoir et avoir un enfant, mettre au monde un enfant à l'issue d'une grossesse qui va durer 9 mois. Lorsqu'une sexualité est envisagée, au moins 3 cas vont pouvoir se présenter. Sexualité et pouvoir avoir un enfant, mais on va plutôt dire sexualité et vouloir un enfant, sexualité et ne pas vouloir un enfant, et sexualité et ne pas pouvoir avoir un enfant. Donc, nous voyons là que plusieurs cas se précisent. Premier cas, on peut vouloir une procréation, ce qui implique des relations sexuelles et donc une sexualité. Bien connaître les cycles chez la femme est un plus qui permet de gérer au mieux la fécondation et donc la venue du futur enfant. Un circuit cérébral de la récompense est à l'origine du plaisir que l'acte sexuel peut engendrer. La maîtrise de la procréation se fait alors de manière tout à fait naturelle, sans artifice particulier. Second cas, on peut vouloir une sexualité, mais sans procréation, c'est-à-dire sans vouloir avoir un enfant, simplement pour le plaisir d'avoir des relations sexuelles. Et dans ce cas, la sexualité est dissociée de la fonction de procréation. Là aussi, le circuit de la récompense va intervenir et dans ce cas, le plaisir est associé uniquement à l'acte pour lui-même et non en lien avec le désir de mettre un enfant au monde. Si l'on ne désire pas avoir recours aux méthodes contraceptives, il est nécessaire de connaître les cycles sexuels chez la femme. C'est un atout qui permet d'avoir des relations en dehors des périodes fertiles, c'est-à-dire aux alentours du 14e jour d'un cycle de 28 jours. Le couple peut vivre sa sexualité sans risque d'une grossesse non désirée. Des méthodes contraceptives peuvent aussi être utilisées pour les couples qui ne veulent pas prendre de tels risques et avoir des rapports sexuels comme bon leur semble. Troisième cas, malgré une sexualité épanouie, le couple veut procréer mais ne parvient pas à concevoir un enfant. Les causes sont diverses. Certaines avancées scientifiques peuvent alors être mises en place avec un espoir de réussite. Autrement dit, la maîtrise de la procréation, du point de vue médical, peut les y aider. Les avancées scientifiques peuvent intervenir pour résoudre bon nombre de possibilités, tandis que des avancées sociétales évoluent, elles aussi, au sein des sociétés. La connaissance de plus en plus précise des hormones endogènes, contrôlant les fonctions de reproduction humaine, a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui leurrent ce système et permettent une maîtrise de la procréation avec de moins en moins d'effets secondaires. Nous pouvons nous poser la question de la différence entre social et sociétal. Pas toujours évident de bien comprendre chacune de ces définitions. Chantal Delsol, que vous pouvez retrouver sur les vidéos YouTube, propose la suivante. Le social relève de l'organisation et de la distribution de la production.
Le social est alors lié à l'économie, de même qu'aux biens quantifiables et monnayables et à leur répartition. Le sociétal est employé pour désigner de qui a trait au comportement de l'individu et à l'évolution des mœurs, c'est-à-dire des habitudes de vie et des coutumes. Il s'agit des normes et non plus de la redistribution des biens. Le sociétal concerne la famille, le couple, la liberté individuelle, la vie privée, le sens de la vie et non plus le niveau de vie, le confort ou la sécurité. Donc, nous voyons que le sociétal est plus en relation avec les mœurs, c'est-à-dire plus en relation avec les habitudes de vie, des coutumes et aussi des arrangements au niveau de la société qui peuvent permettre de vivre mieux. Tandis que le social, lui, est plus en relation avec les redistributions économiques. Dans l'espèce humaine, la sexualité est distincte de la fonction de reproduction. L'homme a ainsi mis au point des méthodes pour limiter les naissances ou au contraire aider les couples stériles à avoir un enfant. Nous pouvons nous poser la problématique suivante. Quel lien peut-on établir entre les avancées scientifiques et sociétales et les applications en relation avec les méthodes de procréation? Deux grandes avancées scientifiques permettent la régulation des naissances d'une part et l'aide à la procréation d'autre part et sont l'objet d'une attention toute particulière. Les méthodes en relation avec la régulation des naissances s'appuient sur la connaissance du système de régulation de la reproduction. Premièrement, pour réguler les naissances, on distingue les méthodes contraceptives, par exemple la pilule, les préservatifs, les dispositifs intra-utérins, qui empêchent la fécondation en rendant impossible la rencontre des gamètes. Deuxièmement, et toujours pour réguler les naissances, on distingue aussi les méthodes contragestives, par exemple la pilule du lendemain, le RU 486, qui empêche la transformation de la cellule œuf en embryon ou le développement de l'embryon lui-même ou la rencontre tout simplement des gamètes ou l'émission des gamètes. Quant aux méthodes en relation avec l'aide à la procréation, elles permettent de suivre la grossesse, mais lorsque celle-ci semble compromise, une PMA ou procréation médicalement assistée et bien d'autres solutions médicales peuvent être mises en place afin de rendre possible une éventuelle grossesse. Essayons de détailler davantage ces méthodes qui consistent à réguler les naissances ou à aider à la procréation. Pour réguler les naissances, les méthodes utilisées s'appuient sur la connaissance du système de régulation de la reproduction. Les méthodes contraceptives, pilules, préservatifs, dispositifs intra-utérins ou DIU, empêchent la conception d'un embryon en rendant impossible la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Les gamètes assurent la reproduction sexuée, donc l'union entre un spermatozoïde provenant de l'homme ou d'un ovule provenant de la femme. En fait, c'est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Ces méthodes empêchent donc la conception d'un embryon en empêchant la fécondation, c'est-à-dire la fusion entre un spermatozoïde et un ovule, aboutissant à la formation d'une cellule œuf. Cette fécondation a lieu dans le tiers externe des trompes de Fallope, proche de l'ovaire. À chaque cycle,
la structure de la glaire cervicale se modifie en se fluidifiant davantage pendant quelques jours après l'ovulation, c'est-à-dire après la libération de l'ovule mature hors de l'ovaire en milieu de cycle ovarien. Cette fluidification rend possible le passage des spermatozoïdes à travers le col de l'utérus. C'est la période de fécondité chez la femme. Les pilules représentent une première méthode contraceptive. Elles combinent l'œstradiol et un progestatif de synthèse qui empêche l'ovulation, la fécondation et la nidation. Ces substances hormonales exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire que l'on peut appeler CHH. Avant de comprendre ce que signifie rétrocontrôle négatif, essayons d'expliquer le rôle de ce CHH. La fonction de reproduction est sous le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. On pense à hypothalamus et hypophyse, d'où le nom de complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, je vous ai dit que la fonction de reproduction est sous le contrôle de ce CHH et des gonades, c'est-à-dire des testicules et des ovaires. Nous allons voir que les gonades exercent un rétrocontrôle sur ce complexe. La régulation hormonale permet, en tout cas, le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires, c'est-à-dire du phénotype sexuel qui assure chaque mois, chez la femme, les conditions favorables à la fécondation et à la nidation dans l'utérus de l'embryon. Le système de régulation de la fonction de reproduction tend à maintenir stable la concentration plasmatique de testostérone, une hormone sécrétée par les testicules. Ce système de régulation cherche aussi à maintenir stables les variations de la concentration plasmatique des œstrogènes et de la progestérone, hormones sécrétées par les ovaires. Le complexe hypothalamo-hypophysaire est situé en tout cas dans l'encéphale. Il est constitué ou il comprend d'une part des neurones dont les corps cellulaires sont situés dans l'hypothalamus et d'autre part une glande endocrine que l'on appelle l'hypophyse antérieure. L'hypothalamus libère de façon cyclique dans le sang du système porte-hypophysaire une neurohormone, la gonadolibérine ou GnRH, qui stimule les sécrétions hypophysaires de FSH et de LH. L'hypophyse antérieure sécrète sous l'action de la GnRH deux hormones, la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, et la LH, qui est l'hormone lutéinisante. Ces hormones sont libérées dans la circulation sanguine générale et vont agir sur des cellules cibles situées dans les gonades, les testicules et les ovaires. Les gonades, testicules chez l'homme et ovaires chez la femme, ont à la fois une fonction exocrine et endocrine. En effet, ces gonades assurent la production des cellules sexuelles, les gamètes. Cette activité est dite exocrine. Et ces gonades assurent aussi la fonction de production des hormones sexuelles. Cette activité est dite endocrine. Ces fonctions sont activées à la puberté et sont régulées par les sécrétions hormonales du complexe hypothalamo-hypophysaire, donc GnRH, FSH et LH, donc ces trois hormones. Chez l'homme d'abord, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle l'activité des testicules, aussi bien la fonction exocrine que la fonction endocrine, et ceci de la puberté jusqu'à la fin de la vie.
Sous l'action de la LH, les cellules de Leydig sécrètent de la testostérone en continu, une hormone sexuelle mâle. Les cellules de Leydig, situées dans le tissu interstitiel autour des tubes séminifères, lieu de production des spermatozoïdes. La testostérone agit à deux niveaux. D'une part, elle permet le développement des caractères sexuels secondaires. D'autre part, elle agit en parallèle avec la FSH sur les cellules de Sertoli qui sont situées dans les tubes séminifères pour activer la spermatogénèse. Sous l'action de la FSH et à condition qu'il y ait de la testostérone, les cellules de Sertoli stimulent chaque jour la production de plusieurs millions de spermatozoïdes au sein des tubes séminifères, qui sont de fins conduits repliés dans les testicules. Chez la femme, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle l'activité cyclique des ovaires de la puberté jusqu'à la ménopause. À chaque cycle, sous l'action de la FSH et de la LH, un des follicules ovariens contenus dans l'ovaire évolue, produit un ovocyte et sécrète des hormones sexuelles femelles, les œstrogènes et la progestérone, dont les concentrations varient en fonction du stade d'évolution du follicule. Le cycle ovarien est divisé en 3 phases et dure en moyenne 28 jours. Lors de la première moitié du cycle, la FSH stimule la maturation des follicules ovariens et leur sécrétion d'hormones, les œstrogènes. C'est la phase folliculaire. En milieu de cycle, une forte sécrétion de LH stimule le follicule mûr et déclenche la libération d'un ovocyte prêt à être fécondé. C'est l'ovulation. Les 14 jours suivants, la LH induit la transformation du follicule post-ovulatoire en corps jaune et stimule ses sécrétions de progestérone et d'œstrogène. C'est la phase lutéale. Les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles sécrétées par les gonades agissent à distance sur les organes cibles en se fixant à leurs récepteurs spécifiques. Elles contrôlent ainsi leur propre sécrétion en modulant l'action du complexe hypothalamo-hypophysaire, on parle de rétrocontrôle, et l'activité d'autres organes cibles, par exemple l'utérus chez la femme. Chez l'homme, la testostérone va moduler sa propre sécrétion en exerçant un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. La sécrétion, ou la concentration plutôt, en testostérone est ajustée à sa valeur consigne. En effet, lorsque la sécrétion de testostérone dépasse la valeur de consigne, le rétrocontrôle permet de produire moins de GnRH, donc moins de FSH et LH, et en conséquence moins de testostérone, jusqu'à obtenir la valeur de consigne. À noter qu'il n'y a pas de rétrocontrôle positif chez l'homme, contrairement à la femme, comme nous le verrons tout à l'heure. Chez la femme, les variations des concentrations des hormones ovariennes sont à l'origine d'une alternance de rétrocontrôle négatif et positif exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Lors de la phase folliculaire et de la phase lutéale, les œstrogènes et la progestérone sécrétés en faible concentration exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. En milieu de cycle, une forte concentration d'œstrogènes exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire dont les sécrétions s'amplifient. On a par exemple un pic de LH
et provoque l'ovulation du follicule arrivé à maturité. Sous l'action des variations cycliques des concentrations d'œstrogène et de progestérone, l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse utérine, évolue de façon cyclique. Les modifications physiologiques de l'endomètre sont coordonnées avec les activités de l'ovaire pour permettre l'implantation d'un embryon au sein de l'utérus suite à une éventuelle fécondation. Le cycle utérin ou menstruel est divisé en 3 phases parallèles au cycle ovarien. En fin de cycle, la chute des taux d'hormones ovariennes entraîne la desquamation de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse utérine. Cette phase est matérialisée par des menstruations ou règles qui durent de 3 à 5 jours. Elle marque le début du cycle ovarien. Entre le 5e et le 14e jour, les œstrogènes stimulent la reconstitution de l'endomètre. C'est la phase proliférative. Au cours des 14 jours suivants, la progestérone contrôle le développement de la vascularisation de l'endomètre et des glandes utérines qui sécrètent le glycogène. C'est la phase sécrétoire. S'il y a eu fécondation, l'hormone HCG, gonadotrophine chorionique humaine, sécrétée par l'embryon, prend le relais pour assurer la stimulation du corps jaune. Celui-ci continue de produire la progestérone, responsable du maintien de l'endomètre qui est nécessaire à la gestation de l'embryon. Nous comprenons mieux maintenant le rôle des pilules qui combinent l'œstradiol et un progestatif de synthèse qui empêche l'ovulation, la fécondation et la nidation. En effet, ces substances vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Par exemple, ces hormones vont entraîner l'inhibition des sécrétions de GnRH, de FSH et de LH, empêchant donc la survenue du pic de LH. Les conséquences sont les cycles sexuels qui seront bloqués, aussi bien les cycles ovariens que utérins. Donc blocage de la maturation du follicule ovarien, de l'ovulation elle-même, le 14e jour, et du développement de l'endomètre et également de la glaire cervicale. Une seconde méthode contraceptive est utilisée après la pilule, il s'agit du préservatif. Il existe des préservatifs portés par les filles, d'autres par les garçons. Ils servent également de moyen de contraception. Attention, prendre la pilule empêche la procréation, mais ne protège pas et ne protège absolument pas contre une maladie qui pourrait avoir un ou une cause fondamentale, essentielle et à laquelle personne ne pense souvent, c'est la maladie, les microbes. Donc attention, prendre la pilule empêche peut-être la procréation, mais ne protège absolument pas contre une maladie qui pourrait avoir un ou une partenaire. C'est-à-dire que la personne qui a des relations sexuelles, même si vous prenez un préservatif, vous ne savez pas si la personne que vous ne connaissez pas a eu d'autres relations sexuelles et éventuellement avoir été en contact avec des maladies que pourraient porter ses partenaires. Donc le préservatif reste indispensable si l'un n'est pas sûr de l'autre. C'était une parenthèse. Dès le premier rapport sexuel, il est utilisé.
et à chaque pénétration, il protège contre les infections sexuellement transmissibles, que l'on appelle IST, on dit aussi maladie vénérienne. Il permet d'avoir des rapports sexuels sans se poser de questions avec quelqu'un qui pourrait être porteur d'une IST et sans risquer de grossesse. Les IST sont des microbes, virus, bactéries ou parasites qui profitent d'un rapport sexuel pour passer d'une personne à une autre. Les IST sont responsables de certaines maladies telles que le sida, la gonocoxie, les chlamydiae, la syphilis, les condylomes, la vaginose, l'herpès génital, les hépatites, etc. En cas de doute, on peut pratiquer un test de dépistage. On guérit de la plupart des IST, sauf l'hépatite C, le VIH et l'herpès génital. Des traitements toutefois permettent de freiner la progression de la maladie et permettent de rester en bonne santé. Il existe aussi des vaccins préventifs, notamment contre l'hépatite B et contre le papillomavirus. En cas d'oubli du préservatif ou de mauvaise utilisation, il faut agir au plus vite. Pour le risque de grossesse, on peut obtenir une contraception d'urgence. Pour le risque de transmission du VIH, c'est-à-dire du virus donnant le sida, il faut demander rapidement conseil à un médecin ou appeler une ligne d'écoute sécurisée. Dans tous les cas, il faut en discuter avec le partenaire lorsqu'évidemment cela est possible. Une troisième méthode contraceptive après la pilule et le préservatif, ce sont les dispositifs intra-utérins ou DIU. Les DIU neutralisent les spermatozoïdes sensibles au cuivre et, dans le cas d'une éventuelle fécondation, peuvent aussi empêcher l'implantation de l'embryon. Ils peuvent être associés à un progestatif de synthèse et agissent alors de la même façon qu'une pilule contraceptive. La pose de dispositifs intra-utérins est un geste technique ouvert aux médecins généralistes, aux sages-femmes et aux gynécologues. Le dispositif intra-utérin est une contraception simple, très efficace et accessible à une majorité de femmes. Deux exemples de dispositifs intra-utérins sont le cuivre à 380 mm et le lévonorgestrel 52 mm. Le dispositif intra-utérin est le deuxième moyen de contraception le plus utilisé en France après la pilule contraceptive, et bien que les recommandations de la Haute Autorité de Santé le présentent comme un moyen de contraception hautement efficace qui peut être proposé à toutes les femmes, seulement 3% des nullipares y ont recours. Nullipare, ça veut dire une femme qui n'a jamais porté d'enfant et qui n'a jamais accouché. Après avoir vu les méthodes contraceptives qui empêchent la fécondation, penchons-nous maintenant sur les méthodes contragestives dans le cas de la contraception d'urgence. Des méthodes de contraception d'urgence appliquées après un rapport sexuel non protégé existent et permettent de limiter ce nombre de grossesses non désirées, en complément des modes de contraception traditionnels. Il s'agit de méthodes physiques comme la pose d'un stérilet en urgence ou plus fréquemment de méthodes hormonales. La principale molécule utilisée aujourd'hui avec succès dans cette indication d'urgence est le lévonorgestrel, qui est un progestatif de synthèse. Par ailleurs, un antiprogestatif, la mifepristone ou RU 486, RU 486, utilisé avec succès comme étant un contragestif dans la réalisation des IVG, donc interruption volontaire de grossesse, IVG précoce,
a fait aussi la preuve de son efficacité comme contraceptif d'urgence, contragestif d'urgence. Donc, deux molécules avec deux actions différentes, l'évonorgestrel qui est un progestatif de synthèse, donc qui va pouvoir mimer l'effet de la progestérone, qui est un analogue de la progestérone, et le RU ou RU486 ou mifepristone qui lui au contraire, qui elle au contraire cette molécule, est un antiprogestatif, donc il ne va pas aller dans le sens de l'action de la progestérone. Justement, quel est le mode d'action de ces deux molécules, l'évonorgestrel, ce progestatif de synthèse, et RU486 ou mifepristone, cet antiprogestatif. La progestérone est une hormone naturelle sécrétée chez la femme par le corps jaune, lors de la phase lutéale du cycle, c'est-à-dire du 14e au 28e jour, mais également par le placenta pendant la grossesse. Il existe deux dérivés de synthèse qui sont des analogues structuraux de la progestérone utilisés dans la contraception d'urgence, le RU486 ou mifepristone et le lévonorgestrel. Quel est le mode d'action de la progestérone? La synthèse de la progestérone est stimulée par la LH, qui est une hormone lutéinisante, et augmente considérablement juste avant l'ovulation. Cette synthèse se poursuit pendant toute la phase lutéale. En absence de fécondation, la quantité de progestérone va chuter brutalement à la fin de cette phase lutéale, ce qui va déclencher les menstruations. En cas de fécondation, puis d'implantation d'un embryon dans l'endomètre utérin, c'est-à-dire dans la muqueuse utérine, le corps jaune persiste. La synthèse de progestérone est alors maintenue. Plus tard, pendant la grossesse, à partir du 3e mois, c'est le placenta qui remplace l'ovaire comme lieu de synthèse de cette hormone. Le corps jaune involue alors en corps blanc. La progestérone inhibe les contractions de l'utérus, aussi bien pendant la phase lutéale que pendant la grossesse. En effet, d'une part à la fin de la phase lutéale vers le 28e jour, la chute du taux de progestérone plasmatique provoque des contractions des muscles utérins et en conséquence un écoulement de sang par desquamation, c'est-à-dire par détachement de la muqueuse utérine. Ce sont les règles ou menstruations. D'autre part, en fin de grossesse, la chute du taux de progestérone va provoquer des contractions des muscles utérins et alors l'accouchement. Le RU486, c'est-à-dire mifepristone, et le lévonorgestrel sont des analogues structuraux de la progestérone. Pourtant, ils n'ont pas le même effet. Il faut rappeler que le lévonorgestrel est un agoniste de la progestérone, c'est-à-dire qu'il a le même effet. Par conséquent, administré, il va mimer les effets de la progestérone. Tandis que la molécule RU486 est un antagoniste, c'est-à-dire que cette molécule va agir en diminuant l'effet de la progestérone, autrement dit, elle a un effet anti-progestatif. Un problème se pose. Pourquoi ces deux molécules, dont les actions sont opposées, sont-elles utilisées dans un même but de contraception d'urgence? Les deux traitements sont efficaces dans le cadre d'une contraception d'urgence. C'est un fait. Toutefois, les modes d'action précis de ces traitements restent encore mal compris. L'effet du RU486 dépend du moment du traitement et de la dose administrée. Par exemple, une dose unique de 10 mg avant l'ovulation suffirait ici à réduire ou décaler le pic de LH et donc l'ovulation,
sans agir sur les hormones ovariennes. Le développement du follicule serait ainsi retardé ou bien l'ovulation serait inhibée. Par exemple, l'administration de 2 doses de 0,75 mg de lévonorgestrel à 12 heures d'intervalle avant l'ovulation inhiberait le pic de LH, donc l'ovulation, sans affecter les hormones ovariennes, ce qui correspondrait à un effet anti-gonadotrope, c'est-à-dire contre l'action de la LH hypophysaire, provoquant là aussi une inhibition de l'ovulation, puisque c'est le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Donc le lévonorgestrel administré avant l'ovulation aurait pour effet d'empêcher celle-ci. De même, le Ru486 retarderait l'ovulation de quelques jours, empêchant ainsi la rencontre entre les spermatozoïdes et un ovule. Rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Une fois que l'ovulation a eu lieu, le lévonorgestrel semble avoir un effet essentiellement sur le mucus cervical et le fluide utérin. Le transport des spermatozoïdes serait bloqué de ce fait-là, ce qui diminuerait fortement la probabilité de fécondation. Le lévonorgestrel permettrait aussi une régression du corps jaune, ce qui empêcherait toute grossesse de se développer. Le Ru486 agirait après l'ovulation en inhibant la maturation de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse utérine. En conclusion, ces deux traitements, Ru486 et lévonorgestrel, présentent un effet anti-gonadotrope qui pourrait conduire à une inhibition de l'ovulation. Toutefois, des effets sur l'endomètre, les fluides génitaux et l'implantation, contribuant aussi à la bonne efficacité de ces molécules, en particulier, contribuent aussi à la bonne efficacité de ces molécules, en particulier dans le cadre d'un rapport non protégé post-ovulatoire. Donc, cette bonne efficacité de ces molécules dans ce cadre-là n'est pas exclue. À noter que ces méthodes de contraception d'urgence sont sans effet sur une grossesse déjà engagée. Parlons maintenant en quelques mots de l'aide à la procréation, notamment du suivi de la grossesse et de la PMA ou procréation médicalement assistée. Première aide à la procréation, elle concerne le suivi de la grossesse. Des analyses sanguines et des échographies ont lieu au cours de la grossesse pour suivre l'état de la mère et celui du fœtus. D'autres examens médicaux peuvent être effectués si on décèle ou suspecte des anomalies. L'amniosynthèse, par exemple, qui est un prélèvement de liquide amniotique, ou la choriosynthèse, qui est une biopsie de villosité choriale au niveau du placenta. Ces examens médicaux permettent de diagnostiquer les anomalies chromosomiques à partir du karyotype des cellules de l'embryon, obtenues par amniosynthèse, ainsi que les maladies génétiques à l'aide des techniques de génétique moléculaire. Une interruption volontaire de grossesse, IVG, thérapeutique peut alors être proposée. Seconde aide à la procréation, il s'agit de la PMA ou procréation médicalement assistée. Face à l'infertilité, différentes solutions médicales peuvent être envisagées. L'insémination artificielle, la FIVET ou fécondation in vitro et transfert d'embryon, l'ICSI ou injection de spermatozoïdes dans le cytoplasme de l'ovule. Un conseil médical est mis en place pour aider le couple en difficulté. Revenons maintenant à notre problématique de départ, à savoir quel lien peut-on établir entre les avancées scientifiques et sociétales et les applications en relation avec les méthodes de procréation. Quelques dates clés
en relation avec la maîtrise de la procréation. Donc nous pouvons nous poser un sous-problème. Quel lien peut-on établir entre les avancées des connaissances scientifiques et les méthodes permettant une maîtrise de la procréation? En 1791, première assistance à la procréation par des inséminations artificielles. 1880, les premiers préservatifs en latex. À partir de 1920, de nombreux travaux scientifiques aboutissent à des connaissances sur les hormones sexuelles et sur leur fonctionnement, ce qui conduit à mettre au point des techniques, notamment en relation avec la contraception hormonale chez la femme, de même que des techniques en relation avec la fécondation in vitro. Entre 1920 et 1927, nous allons voir que 3 avancées des connaissances scientifiques vont permettre de mettre au point une méthode de maîtrise de la procréation, celle de la première pilule contraceptive. Quelles sont ces 3 avancées? Première avancée, en 1920, Ludwig Haberland met en place des expériences de contraception hormonale par ingestion ou injection d'extraits ovariens sur un animal. Ces expériences, loin d'être appréciées, rencontrent une opposition farouche. Malgré tout, ces expériences vont ouvrir la voie à Gregory Pincus en 1956 de la mise au point de la première pilule contraceptive. Deuxième avancée, de 1924 à 1929, c'est l'isolement des hormones sexuelles féminines, œstrogènes et progestérone, notamment Robert Courrier en 1924 pour les œstrogènes et George Pincus en 1929 pour la progestérone. Troisième avancée, en 1927, mise en évidence d'un lien entre l'hypophyse et l'ovaire. L'évolution de ces 3 avancées des connaissances scientifiques permettent à Gregory Pincus aux États-Unis, et avec l'aide du docteur John Rock en 1956, est encouragé par des Gregory Pincus, donc encouragé par des militantes féministes. Donc il est encouragé à mettre au point la première pilule contraceptive. En France, cette méthode de contraception soulève des mouvements de protestation entre les opposants et les défenseurs. Dans les années 60, les luttes s'accentuent pour la légalisation de la contraception et de l'IVG, et ces mouvements montrent qu'une application médicale en relation avec le choix de laisser vivre ou non, dans le cas de l'IVG par exemple, ou de concevoir ou non, dans le cas de la pilule par exemple, en relation avec le choix de laisser vivre ou non, ou de concevoir ou non, ne découle pas uniquement de nouvelles connaissances, mais aussi d'évolution sociétale. D'ailleurs, au fil des évolutions, des connaissances et de mise au point de nouvelles méthodes, autrement dit des progrès, par exemple la diversification des pilules contraceptives qui permettent d'atténuer les effets secondaires et d'adapter la contraception à chaque femme, eh bien les évolutions sociétales contribuent elles aussi à faire en sorte qu'au sein de la société, chacun s'y retrouve. Le pouvoir décisionnaire ne peut pas seulement appartenir à une caste sociétale restreinte, non représentative d'une société en évolution perpétuelle. Finalement, le 19 décembre 1967, l'Assemblée générale, sous l'impulsion du député Lucien Neuwirth, adopte la loi dite loi Neuwirth, qui va légaliser l'usage des contraceptifs, notamment celui de la pilule. Cette évolution des mœurs, par exemple l'usage de la pilule, notamment, s'inscrit dans les profonds changements de la société tels que, 5 mois après l'adoption de la loi Neuwirth, le mouvement de mai 1968 et en parallèle, le développement du féminisme. En 1969, une 4e avancée des connaissances scientifiques, celle de la mise au point de la stimulation ovarienne, va permettre, en 1982,
une deuxième méthode de maîtrise de la procréation après la pilule contraceptive. Donc la première fécondation in vitro en France, il s'agit en 1982 d'une FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryon, qui donnera naissance à Amandine, un premier bébé éprouvette en France. A noter qu'en 1975, la loi Veil va légaliser la pratique de l'IVG, c'est-à-dire de l'interruption volontaire de grossesse. En 1984, une cinquième avancée des connaissances scientifiques, celle de la découverte de la rue 486 et du lévonorgestrel, va permettre en 1999 une troisième méthode de maîtrise de la procréation après la première pilule contraceptive et la première contraception in vitro, donc la FIVET, et bien la première mise au point de la pilule du lendemain, une contraception d'urgence. Au final, toutes ces avancées des connaissances scientifiques et en conséquence toutes ces méthodes de maîtrise de la procréation, toutes ces innovations n'ont d'autre but que celui d'améliorer la contraception hormonale. D'abord pour faciliter l'emploi d'un contraceptif, et ceci afin de développer son utilisation. Ensuite, pour en limiter les effets secondaires qui sont loin d'être négligeables. Enfin, pour faire en sorte que chacun soit libre, mais aussi responsable de son corps et de celui des autres, et que chacun ne se sente pas prisonnier de contraintes qui pourraient nuire à son propre corps. Ainsi, à travers ces quelques exemples, nous avons en partie seulement proposé quelques exemples pour discuter sur le problème en relation avec le lien que l'on pouvait établir entre les avancées des connaissances scientifiques et les méthodes permettant une maîtrise de la procréation. Donc au départ, nous avions parlé de maîtrise de la procréation, des avancées scientifiques et sociétales. Nous avions posé un problème, nous parlions de maîtrise de la procréation. Nous avons vu dans ce cours qu'il y avait des avancées scientifiques, mais également sociétales, qui sont en lien avec la maîtrise de la procréation. Nous avons essayé de manière tout à fait humble, globale, générale, d'en discuter un petit peu. Tous les problèmes ne sont pas résolus. Nous vivons dans une société. Nous parlons de quelque chose qui est sociétal. Nous vivons avec des réseaux sociaux. Nous vivons avec notre temps, notre planète, sur notre planète bleue, en notre temps. Et le cours est terminé. Merci.